Bonjour à tous, amis téléspectateurs, fidèles et même inconditionnels de nos programmes. Bienvenue au décryptage de la semaine, une émission qui revient sur les faits politiques marquants de la semaine, comme son nom l'indique d'ailleurs, avec Agapit Napoléon Mafourika. Bonjour à vous. Bonjour à Tifou, bonjour à nos téléspectateurs. Merci d'être toujours au rendez-vous et surtout merci pour ce retour que nous espérons en force. On va démarrer par le début cette semaine qui a été très chargée, ouverte bien évidemment avec la rencontre du président de la République avec les représentants de 10 partis politiques, ceux qui sont en difficulté d'identité juridique, il faut le dire ainsi, a souligné une absence, celle de restaurer l'espoir. 10 sur 11 en tout cas invités. Les partis semblent commencer par jouer le jeu. D'abord, il faut commencer par ne pas parler des absents. Je trouve que c'est quand même curieux que quelqu'un qui ne répond pas soit l'objet d'attention. Il y a 10. Là-dedans, chez nous, c'est on t'appelle, tu réponds à l'appel. Après, tu peux ne pas, tu peux objecter ce qui va être dit. Mais va d'abord. Alors, donc, si quelqu'un ne répond pas à l'appel, c'est pas un événement. Alors, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un événement. Donc, d'accord, 11 ont été invités, 10 ont répondu, mais parlons des 10. Alors donc voilà, je pense déjà qu'il faut commencer par parler des 10 et à oublier, mais oublier totalement le 11e, ça veut dire qu'il ne mérite pas qu'on parle de lui. Donc c'est d'abord ça. La deuxième chose à dire, c'est, il a dit il joue le jeu, mais on peut dire plutôt que la raison semble gagner certains esprits. Et c'est heureux pour la République. Alors, vous l'avez dit, nous allons parler des présents et bien évidemment la teneur des discussions. C'était plutôt, cette fois-ci, on va dire, constructive, avec notamment la recherche d'une feuille de route, un chronogramme même tracé. Tout ça, c'est pragmatique. Vous savez, ce qui est bizarre, j'ai entendu certains dire, oui, mais cette séance aurait pu avoir lieu plus tôt, on aurait pu éviter. Mais regardez les différentes séances du chef de l'État avec les partis politiques. Que ce soit en février, que ce soit en mars. Vous allez voir, il y a toujours feuille de route. Le président Talon fonctionne avec le regard que j'ai de l'extérieur, que le président Talon fonctionne un peu comme une machine est programmée. C'est-à-dire, il semble improviser, mais rien n'est improvisé dans sa tête. Ça veut dire quoi? Tout est programmé. Il y a une lucidité et une organisation parfaite qui ne doivent pas être, disons, passer sous silence si vous êtes un homme politique avisé. Il ne fait rien, il ne fait rien sans montrer le chemin. En février, quand il a reçu les gens en disant « Ah, vous avez des difficultés », il a dit « En quittant ici, moi je donne des instructions à mon administration. Donc pour les questions relevant de mon administration, moi je leur donne les instructions. » Elle est à votre disposition. Elle est à votre disposition. Les gens auraient dû saisir la perche. Ils ne l'ont pas fait. Donc la feuille de route était tracée en février. En mars, quand il a demandé au président de l'Assemblée nationale de conduire lui-même les négociations, les discussions pour un consensus. Et il dit, je suis prêt à tout. Je suis même prêt à la révision de la Constitution. Tant que cela provient de vous. Et que cela ne soit pas en violation des textes de la République. Là également, la feuille de route est tout trouvée. Le chemin est montré. Mais les gens, chacun, le problème qui se pose ne se pose pas en termes de feuille de route. Il se pose en termes de confiance des acteurs. C'est-à-dire que les acteurs pensent... Donner force à la suspicion. Oui, et ils ont semblé se perdre. Ils ont semblé perdre la boussole, perdre le nord, comme on le dit, en se demandant, et comme c'était toujours l'habitude dans notre pays, en oubliant qui avait le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est celui que le peuple a légitimé et qui dispose de la légalité constitutionnelle pour conduire les affaires, pour prendre des initiatives, pour vous montrer la voie, pour orienter et pour décider. Alors quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas penser que vous pouvez vous mettre à son niveau. Vous ne vous mettez pas à ça, vous n'avez pas... du fait des suffrages qu'il détient du peuple, vous ne pouvez pas vous mettre à son niveau. Et pendant la durée de mandat qu'il a, il est supérieur à vous en la matière. C'est-à-dire supérieur parce que lui, il dispose de la force décisionnelle et il dispose de toute l'administration, il dispose des moyens de l'État, il dispose des pouvoirs de l'État et il dispose de la couverture de l'État de la couverture de la Constitution pour prendre certaines dispositions. Donc, vous devez le regarder en tant que tel et le considérer comme tel. Ça veut dire que quand il vous appelle, vous y allez. Quand il y a des difficultés et il propose des choses, vous analysez
mais sans passion. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous montrez la seconde voie. Mais les diatribes du genre, nous demandons la démission, nous demandons l'abrogation, nous exigeons le retour. Et que certaines diatribes venant même d'élite, c'est à s'y perdre. Donc, alors que les partis d'opposition aujourd'hui jouent le jeu, mais ça ne peut qu'être. Enfin, ils n'ont pas le choix de toute façon. C'est là. Soit c'est à choisir, c'est comme il y a une double voie, une voie qui conduit vers la voie lumineuse, vers le salut, et l'autre vers la déroute. Alors donc chacun librement a choisi la voie qui semble être la sienne. Pour ne pas s'écarter. Tant mieux. Il y a un nouvel élément de nouveaux acteurs qui ont quand même fait leur apparition dans cette invitation, notamment lundi dernier. Un mot par rapport à cette disons que le pays change en réalité parce que en fait, moi j'ai vu des partis dont j'ai jamais entendu parler. Hein. Il y en a sur les 10 qui étaient là, il y en a quand même 4 à 5 des noms tout à fait nouveaux. Nouveaux, des acteurs aussi nouveaux. Mais tant mieux. Donc, je pense qu'il va falloir aller à la découverte de ces nouveaux partis et voir un peu de quoi ils retournent, c'est quoi leur attente, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur positionnement sur l'échiquier. Parce qu'on dirait qu'ils se sont créés subrepticement. Il n'y a pas eu de congrès brillant. Il n'y a pas eu dans le bruit et le brouhaha des autres. Et ils se l'ont mis à l'œuvre. Ils ont pu avoir 15 représentants par commune. Ils ont pu peut-être sans doute avoir les papiers et avec la gracieuse disposition du chef de l'État à les accompagner dans les formalités administratives. Je pense que ils sont en voie d'être reconnus partis. Je pense que les places se vendront très cher aujourd'hui sur l'échiquier parce que avec le code électoral, j'espère qu'on ne touchera pas au seuil de représentativité au niveau électoral, c'est quand même dommage si on y touchait. Donc, avec cela, je pense que 11, c'est déjà beaucoup. C'est énorme dans le dispositif. C'est vrai que le nombre change en fait, on va dire, la configuration finalement. Oui, le nombre change la configuration. Et si on maintient le seuil de représentativité, déjà lors des élections les prochaines, on verra plus clair. Mais si on ne maintient pas le seuil de représentativité, alors donc d'ici à 2023, à date des prochaines législatives, on risque de retomber dans les mêmes travers. Absolument, parce que nous sommes quand même 10 millions, 11, 12 millions de Béninois quand même. Trouver 15 par commune, 1000 et quelques, franchement, c'est pas le plus difficile. C'est très facile. Surtout à l'aide des nouveaux moyens. C'est pas si compliqué. Le Béninois, c'est quoi? Dès qu'un nouveau test sort, ça le surprend, il le salame, et puis il retourne dans son cabinet. Dans son laboratoire, il sort avec des bons d'emploi clés en main et qui essaie de vendre à d'autres. Donc, si on pense que 15 par commune, c'est déjà trop, beaucoup se rendront compte d'ici là. Si on saute le verrou du chef de représentativité, quel est le vrai verrou, tout à fait, la vraie balise contre la prolifération. C'est vrai que c'est l'élément qui va contraindre les gens à travailler. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir 10 partis, plus de 10 partis, tout simplement. Représentés à l'Assemblée nationale, tout simplement. On ne peut pas les avoir. Parce que le seuil est tel que vous devez atteindre un certain niveau de représentativité pour avoir votre siège. Donc, quand c'est comme ça, il est évident qu'on ne peut pas avoir plus de 10. Je pense que dans un pays comme le Bénin, honnêtement, 10 partis avec certaines vocations vraiment nationales, d'autres vocations assez régionales, sous-régionales, je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, on peut être sans animer la vie politique, c'est pas un problème. Mais il faut après se positionner sur l'échiquier à côté des grands pour pouvoir faire la se battre en bas pour se qualifier et être visible en haut. Alors, et il y a quand même que après cet aspect-là que nous avons souligné, le pragmatisme et les uns qui ont commencé quand même par retrouver la sagesse. La suite, c'est le ministère de l'Intérieur. Là encore, les uns n'ont pas manqué le rendez-vous en réalité de l'invitation du ministre Sakalafia, des rencontres, des orientations. Votre analyse? Non, c'est la suite. L'exécution du chronogramme arrêté. Exactement comme il y avait en mars dernier le chemin de l'Assemblée nationale avec la réunion du groupe parlementaire qui, je me sens élargi qui il y a quoi, de toute façon je ne me rappelle plus, mais qui a accouché d'un comité paritaire et qui a sorti des tests, des propositions de tests dérogatoires qui auraient dû être étudiés s'il n'y avait pas eu quelques ajustements
manifestations ou quelques esprits mal intentionnés qui pensaient te tenir la vérité. Je pense que... Donc, vous voyez, comme je le dis, il y a toujours une suite logique dans ce qui se fait. Et comme il y a toujours une sorte de une feuille de route, une balise qui est tracée, un chemin qui est montré, une voie qui est dégagée, et il faut aussi faire attention pour savoir comment le chef d'État a fonctionné. Donc, dans le cas d'espèce, le chef d'État a donné les instructions. Le ministre de l'Intérieur est en train d'exécuter les instructions. Et il est parti qui ont aujourd'hui le dos au mur. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ils ont le dos quand vous regardez des partis comme le FCBE. Mais aujourd'hui, il n'existe que par la bonté, la bonhomie du chef de l'État. C'est vrai que dans sa réaction, Noureni a été pratique. L'existence légale pose problème, il faut jouer le jeu. Oui, mais il n'a pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Leur discours va-t-en-guerre, leurs exigences mal formulées, mal orientées, mal inspirées, ne peuvent pas les faire sortir de nulle part. Ils avançaient dos au mur, ils n'allaient pas, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Il est quand même dommage qu'un parti de ce genre, avec tant de personnalité, se perde un peu aussi facilement, et perde aussi le nord, perde aussi la boussole. C'est quand même dommage. Mais bon, donc aujourd'hui le dos au mur, parce qu'il n'existe plus. FCBE n'existe plus, il faut qu'on se dise la vérité, comme d'autres, n'existe plus. En réalité, c'est la volonté du chef de l'État qui les fait vivre et exister aujourd'hui. Et donc, comme je le dis, ils n'ont pas le choix. Soit c'est vaincre, aller ou périr. C'était aller ou périr. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller. J'espère bien qu'ils tireront les leçons un peu de cet épisode-ci, de cet épisode-là. Quand on parle de FCB, on peut parler de l'USL. Mais ceux de l'USL ont très peu parlé. C'est parce que la littérature, le verbe était beaucoup plus FCBE. Et donc, c'est eux qui devaient apprendre les leçons un peu de l'épisode que nous avons connu et qui ont contribué, à ternir l'image. Heureusement que puisque les schémas sont clairs, beaucoup d'organisations internationales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA, ne sont pas rentrés dans ce jeu parce que les gens ont tout fait pour salir, pour ternir l'image du pays. Les gens ont tout fait pour montrer que ça. Les gens ont tout fait pour montrer qu'il y a dictature au Bénin. Les gens ont tout fait pour montrer qu'il y a terrorisme. C'est-à-dire que pour diaboliser un pouvoir légalement et constitutionnellement en place. Je pense que aujourd'hui c'est ce pouvoir qui les sauve. Parce que c'est eux maintenant qui ne sont pas légalement en place. Et donc, du coup, il faut que le FCBE, notamment, tire leçon de l'épisode qu'on a compris, qu'on a traversé, pour mieux se positionner et savoir que l'activité politique n'est pas... La politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et en politique, on ne peut pas fuir le débat. Quand on est minoritaire, il faut savoir se tenir à sa place. Quand on est majoritaire, il faut savoir jouer et exister selon son temps. Pouvoir exister, marquer son temps, parce que ce temps ne peut jamais être le même. Ce temps passe et il passera toujours. Donc, quand vous êtes déjà dans cette dynamique, vous devez vous travailler à marquer votre temps. Si c'est compris ainsi, chacun restera à sa place. Et de sa place, chacun inspirera les activités de la République. Chacun jouera sa partition dans l'évolution, dans la démocratie. Donc, voilà comment ça doit fonctionner. Après, il faut que les vainqueurs exercent le pouvoir librement, selon les textes de la République naturellement, et que les vaincus, ceux qui n'ont pas eu mandat de compte, sachent rester à leur place et préparer peut-être les batailles à venir. Quand vous dites qu'il faut que chacun reste à sa place, que les vaincus surtout travaillent, notamment à préparer les victoires à venir, c'est notamment ces exigences-là qui les attendent, les formalités à remplir, et surtout quelque chose qui intéresse bien les internautes, ne pas placer des gens en conflit. En conflit avec la justice, à la tête notamment des partis politiques. Non, disons que la loi c'est la loi. Quand on dit, déjà celui qui refuse de répondre devant la justice, je pense que c'est pas un bon citoyen. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand on vous appelle, vous êtes obligé de répondre. C'est le niveau élémentaire de la civilité. Enfin, quand on dit d'être bien né, quoi. J'en bien, socialement. Hein. Quand on t'appelle, tu y vas, quoi. Tu restes pas là à jouer un peu aux rebelles ou bien, enfin, non. Tu vois, c'est une marque de politesse. Et même quand ton enfant t'appelle, viens, tu dois y aller. Tu vas constater de quoi il retourne. Après, tu peux objecter, tu peux faire des recommandations, mais quand tu dis viens,
il faut apprendre à aller. Ça, c'est le minimum possible à atteindre de choses. Donc, mais quand la justice t'appelle par ailleurs, là, c'est encore pire parce que la justice, c'est l'un des socles de la République. Une communauté sans justice, sans institution de justice, c'est une communauté de la loi du talion. Dans nos sociétés traditionnelles, il y avait un mode c'est un élément clé donc du contrat social. C'est un élément clé du contrat social. À partir de ce moment-là, quand des individus vont choisir de répondre ou non à l'appel de la justice, c'est qu'ils choisissent ou non leur république, ils choisissent ou non leurs organes, ils choisissent ou non leurs institutions. Et là, on rentre progressivement dans des comportements peu citoyens qui doivent être dénoncés. Heureusement. Donc, normalement dénoncés. Donc voilà. C'est un peu le schéma. Donc, il faut faire en sorte que ceux qui ont des conflits avec l'État, ceux qui ont des situations devant la justice, puissent répondre devant la justice. Il faut qu'ils soient zen. Il faut qu'on leur donne acte. Si on ne donne pas acte, ça pose un problème. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors donc, ce n'est pas que des internautes, c'est ça les exigences de la République. C'est l'exigence des lois, de bonne moralité. C'est déjà ça. Si vous ne pouvez pas l'être, alors donc, les éléments clés de cette affaire de la bonne moralité, c'est connu. Donc, si vous fuyez la justice, vous ne pouvez pas diriger un parti. Si vous fuyez la justice, vous ne pouvez pas diriger un pays. Si vous fuyez la justice, vous ne pouvez pas être candidat. Puis maintenant il faut qu'on soit clair. Le Bénin est parti à des engagements internationaux, est parti à des conventions, des traités internationaux. Donc là, peut-être s'il y a des personnes qui sont dans certaines situations liées à ça, le droit jouera. Donc, mais de manière globale, si quelqu'un a des conflits avec la justice, il est naturellement... Il mérite pas, il est naturellement out. Voilà, alors pour finir avec ce pan-là de notre entretien du décryptage Agapit, il y a quand même que quand le dialogue comme ça commence par prendre corps des observateurs et analystes comme vous, comme d'ailleurs tous les Béninois, on est soulagé, on se dit enfin, les acteurs clés de la République commencent par jouer chacun son rôle. Oui, on doit être soulagé parce que, comme je l'ai dit, c'est pas dehors. Quand j'entendais des personnalités, pas des moindres, en appeler à la communauté internationale, à telle personne d'intervenir à la CEDEAO. C'est vrai que vous l'avez toujours martelé, c'est ici que les choses doivent se faire. Que nos problèmes ne peuvent être réglés qu'ici, qu'au Bénin, avec les lois de la République du Bénin, avec les textes de la République du Bénin. On ne peut pas réinventer de nouveaux textes. On a dit que notre constitution de 1990 est immuable pratiquement. Personne ne veut qu'on la touche, mais donc il faut la respecter. Il faut la respecter. Et si les gens ne veulent pas la respecter, il faut les obliger et les forcer à la respecter. Parce que justement, c'est ça, les lois sacrées, c'est la loi fondamentale, c'est la loi de la République. Donc personne ne peut se mettre au-dessus de ces lois-là. Si quelqu'un ne veut pas, on le force. Il faut le forcer. Il faut le contraindre avec les moyens naturellement de l'État, avec les voies légales. Parce qu'il y a les voies légales, il y a les voies de contrainte. Légalement, parce que c'est ça l'État. L'État, c'est pas une entreprise, enfin, c'est pas une baraque dans laquelle on entre, on sort comme on veut, on y va parce qu'on est libre, chantonnant, bruyant, tout ça là, le mettre dans la poche, ou bien, non, c'est pas ça, ou bien sifflotant. Non, c'est pas ça. L'État, la République a des exigences. Et le citoyen est obligé, par ses exigences. Il n'y a pas à choisir son État. À partir du moment où on est dans la République, il n'y a pas à choisir ses lois, il n'y a pas à choisir ses institutions. À partir du moment où vous avez voté pour un président, il est élu, tant mieux, mais il est le président de la République, il n'est pas votre président, vous. C'est votre président, peut-être, celui que vous l'avez élu, mais il est le président de la République, avec des lois qui l'obligent et qui vous obligent. Mais lui, il est le garant de ces lois. Donc, du coup, lui, il a une position dominante dans l'analyse de cette... Et parfois, lui, il est plus enclin, même à les violer, quitte à se faire taper du doigt par les autres juridictions, parce que la Constitution, les textes de la République, lui donnent cette position de par l'élection, de par le suffrage qu'il a reçu. Mais vous, Kidam, comme moi, vous et moi, donc on est obligé de nous en tenir à la position du citoyen dans la République, dit ce que nous avons à dire, mais dans le respect des lois de la République. Tout court. Donc, vous comprenez que le jeu doit être connu, maîtrisé et joué. On ne peut pas s'amuser. On ne peut pas jouer avec le jeu. On joue le jeu, mais on ne joue pas avec le jeu. Parce que vous jouez avec le jeu, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le jeu. Du coup, vous êtes dans la rouerie, dans l'esbrouf. Et quand c'est comme ça,
ça ne peut que mal tourner. Alors, on va changer de sujet, notamment revenir à mercredi avec ces mouvements-là, à la fin du Conseil des ministres, notamment des promotions, des nominations aussi, hein, au niveau des institutions, notamment dont les, on va dire, ceux qui étaient en fin de mandat, notamment à la HAC et au CES, mais surtout l'autre promotion, celle du directeur général adjoint de la police républicaine qui retrouve, on va dire, la place de l'ancien directeur, le directeur sorti. On va commencer par la police. On avait décrypté les infos. On dit par rapport à cette journée. Je pense que, bon, mais 2 jours après ou 3 jours après, il y a rien à dire. Hein. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Voilà, quoi. La prise de service lundi. Oui, voilà. Donc, je pense que, pour moi, c'est une étape il y a un processus. Hein. Il y a des hommes qui ont joué des rôles. Après, on les change. Il faut les changer aussi. Il y a la routine. La loi donne mandat prérogative au chef de l'État de nommer et de mettre fin en fonction. Donc, pour moi, ça fait partie du jeu. Et c'est pour la beauté du jeu. Oui, c'est pour la beauté du jeu. Excusez, c'est pour l'efficacité du jeu également. C'est pour l'efficacité du jeu également parce que si c'est les mêmes, à un moment donné, on se sclérose, il y a la lassitude, on n'est plus utile, la valeur ajoutée n'est plus probante. Et quand c'est comme ça, il faut prendre des airs. Je pense que c'est ainsi. Donc, salut aux partants, salut au nouveau venus et bon vent à chacun d'eux. Voilà. Au niveau des 2 autres institutions, notamment la HAC et le CS, on pourrait dire que c'est le moment pour Patrice Talon d'avoir des hommes qui pourront sans doute refléter son image, son rythme surtout. Il les a retrouvés pratiquement. Hein? Oui et non, oui, parce que disons que c'est des institutions qui ont des missions totalement déjà définies. Vous prenez le Conseil économique et social, comme je lui ai dit, c'est franchement pour moi c'est la société civile institutionnalisée. C'est la société civile. Mais surtout, vous avez insisté sur son utilité que les gens ne perçoivent pas. Que les gens ne perçoivent pas. Que même eux-mêmes, vous savez, quand Télé a promené ses caméras pour prendre la vie, bon, les gens ne voulaient pas non plus parler. Ils avaient peur peut-être de parler. Mais les partants, les sortants, ceux qui sont maintenus, ils ne veulent même pas qu'on parle d'eux. Ils veulent vivre en cachette. Mais quelle prudence. Je dis une institution comme le Conseil économique et social, en dehors de ce que la Constitution a dit, c'est cette délibération qui sont soumis au chef de l'État. Mais on n'a jamais interdit au CES de sortir, de rencontrer, de parler, de communiquer. Il ne s'agit pas de jouer le rôle mais c'est un rôle médiateur, je veux dire un rôle médian dans l'animation de l'activité sociale et économique. Je suis convaincu que le CES a un rôle à jouer et il faut que ces responsables se désirent un tout petit peu. Et ça, moi, je l'ai constaté ces 48 heures quand on a attendu le micro, ils ne sont pas capables d'intervenir, et je trouve que c'est une sorte de confort dans lequel c'était, et c'est ça qui fait dire que cette affaire n'est pas viable, n'est pas utile, parce que quand les gens ne peuvent pas, quand les gens qui ont fait 5 ans au niveau de l'institution ne peuvent pas dire oui voilà, on dit non, il faut attendre l'installation, mais il n'y a pas un délai pour parler, et c'est là, il n'y a pas un délai pour parler, il n'y a pas du tout un temps pour dire ce qu'on a fait. Il y a tel que quand vous avez reçu mandat d'une manière ou d'une autre, il faut apprendre à rendre compte. Et dans cette notion donc de compte rendu, vous devez donc les médias jouent. Les médias sont là. C'est pas parce qu'on va vous l'appeler pour dire bon voilà les feuilles de temps et on vous invite pour la cérémonie de revoir, de présentation de bilan. Non. C'est qu'à des moments donnés, chaque acteur clé de l'institution doit pouvoir prendre la parole. Mais quand on vous dit... Est-ce que c'est pas dû au test Les tests n'ont pas dit qu'un membre du CES ne doit pas prendre la parole. Les CES ont dit que leurs délibérations sont soumises au chef de l'État. Donc ça, la loi organique est claire là-dessus. On n'a pas demandé de parler de leurs délibérations. On n'a pas dit... Mais quand des situations... Regardez, on a parlé de l'éco, on revient là-dessus. On a parlé de la monnaie de la CEDEAO, de la monnaie de l'Union africaine, de la monnaie au niveau de l'UEMOA. Bref, nous parlons de remplacement de franc CFA par l'éco, qui a vocation à devenir la monnaie de la CEDEAO, la monnaie unique. Mais dans ce débat, où est le Conseil économique et social? Qu'en pense-t-il? Qu'en pense-t-il? Qu'en dit-il? Ça, c'est même les conférences publiques
suffirait à parler. Donc il ne s'agit pas des recommandations au chef de l'État, il ne s'agit pas des délibérations. Il s'agit de prendre son espace aussi dans l'animation. Mais quand vous vous sclérosez, quand vous vous enfermez, un peu comme dans les tabernacles ou bien dans les couvents, dans les temples, et vous n'arrivez pas à vous... Mais c'est grave parce que là vous vivez une vie de moine au sein de la République. Il y a que certains qui se demandent mais à quoi vous servez. Voilà, je pense que c'est important que les nouveaux acteurs du CES, les nouveaux membres du CES qui vont être installés lundi, c'est important. Il y en a qui sont anciens, qui vont revenir, mais c'est important qu'ils puissent sortir de leur léthargie ou de leur confort douillet, c'est tellement facile quand on dit que vous ne pouvez pas parler, avec que vos délibérations sont silencieuses. Donc du coup, vous êtes tout heureux donc de ne pas faire face à de gambander, d'aller de se faufiler dedans, voilà, de bénéficier des avantages qu'offre la fonction, mais de ne rien faire, de ne prendre aucun risque. Non, la vie publique se fait aussi en des prises de risques. Elle se fait en des prises de risques. Donc, il est important que ces institutions puissent parler, que les acteurs puissent parler. Il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, mais il s'agit d'éclairer à l'antenne. Donc, je pense que sur certains faits majeurs, certains actes de la gouvernance économique et sociale, il est important que le Conseil économique et social puisse parler. Parler, pas politiquement, politicienne, rester tel qu'il aurait épargné l'aspect conseil au chef de l'État. Il prend le reste du terrain. Cela dit, je pense que ce n'est qu'en faisant cela qu'ils peuvent démontrer que même leurs délibérations au chef de l'État peuvent être rendues publiques parfois en certains moments de clé. Ouais, quelque temps, dès qu'ils ont mis ces documents à la disposition du président de la République, quelques mois, peut-être 6 mois après, ils peuvent les rendre publics, déclasser pour que l'opinion, puis les chercheurs puissent savoir ce qu'en pense le CES en ce moment précis de la situation. Sinon, ils n'auraient joué au cœur. Les présidents de la République qui ont succédé depuis 1990 ont toujours eu des conseils spéciaux, conseils techniques aux affaires économiques, aux affaires sociales. Alors donc, du coup, à quoi sert finalement le CES? S'il ne peut pas éclairer à l'antenne du président de la République, s'il ne peut pas prendre eux-mêmes, occuper le terrain, à quoi ils servent? Voilà, moi j'estime qu'ils sont utiles de par la composition, de par la crème qu'on retrouve là. Je pense que, et de par certaines délibérations, parce que certaines études auxquelles j'ai pu avoir accès, et je pense que de par ces éléments-là, le CES est très 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 utile, mais encore faudrait-il qu'ils montrent leur utilité à travers un certain nombre ils soient présents sur le terrain. C'est justement leur absence qui donne naissance à d'autres types de sociétés civiles qui, elles, n'ont pas de mandat. Et donc, leur mandat, c'est le mandat des partenaires techniques et financiers. C'est les programmes des PTF. Donc, ils sont obligés de les suivre. Donc, parfois, ils sont obligés de créer des réalités qui n'ont pas existé et de créer des situations qui n'ont pas... Parce qu'ils doivent rester dans des moules donnés pour pouvoir bénéficier des bailleurs, des financements, des partenaires techniques et financiers. Donc, la République même a créé sa société civile. Et donc, du coup, quand elle-même disparaît, ça donne l'attitude, ça ouvre la voie à d'autres types de sociétés civiles. Il faut que le CES sorte de ses gonds et que, je ne dis pas que le CES doit violer la loi, pas que le CES doit être sur les écrans tous les jours, non, mais de temps en temps, sur certains grands débats, il faut que le CES sorte, pas pour faire de la polémique, mais pour donner des avis techniques, ou tout au moins, comme je vous l'ai dit, que des membres du CES et en cette qualité fassent des conférences publiques et disent ce qu'ils pensent de tels sujets techniques qui n'a pas fait l'objet de délibération quand on va rester de manière générique. C'est ça parce que moi, quand je prends position sur l'écho, que quand ils vont demander l'avis, la délibération du CES. La délibération, au pire, le président de CES me demandera, je vous prie de sortir et de nous permettre de délibérer, parce que vous avez déjà pris position publique. C'est sûr que quelqu'un pensera comme moi, donc mon avis passera. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de dire mon avis au cours d'une conférence publique, je pense que... Donc, je ne pense pas qu'on interdit à chaque membre du CES de parler. Je ne pense pas. Il faudrait qu'il puisse... Là où la loi n'a pas prononcé d'interdiction, il ne faut pas que les gens se créent de nouvelles réglementations. Alors, ça va nous permettre notamment de ne pas oublier l'orientation sociale globale du pays. Ils en sont les dépositaires aussi, en partie. Alors,
troisième institution, mais là, en quelques mots, parce que l'autre fois, vous avez été assez explicite sur le sujet de la HAC, les nominations et notamment à la tête des renseignements sans doute sur un projet, le projet d'une nouvelle orientation de cette institution. Oui, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup parlé de la HAC et comme je dis, contrairement à ce qu'on a remarqué au CES, les membres sortants de la HAC sont intervenus, une très belle intervention donc du président, le président Adam Bonitessi que je salue par ici, et les autres qui lui ont rendu. D'ailleurs, moi je pense que contrairement à ce que les gens, ça se dit de dehors, de dedans, je pense que Adam Bonitessi finalement ne manque pas de charisme, parce que autant vous écoutez certains projets de médias, vous écoutez certains, ils parlent de lui, et autant j'ai écouté des hommages qu'ils lui ont rendu certains conseillers qui sont sortants, et je me dis mais tant mieux. Donc mais globalement c'est vrai que le président Bonitessi moi l'avis que j'ai, c'est un peu c'est quelqu'un qui essaye de gérer les équilibres, de gérer, et c'est vrai que le positionnement n'est pas facile, que je vous ai tout dit, la gestion de la liberté. Donc j'ai écouté avec plaisir les hommages que les conseillers sortants lui ont rendus, et bon, ça m'a émerveillé parce que la fonction n'est pas facile, je l'ai toujours dit. Donc du coup les erreurs, les dérapages ou bien les navigations à vue, ça peut affluer. L'essentiel est qu'on maintienne le navire. Donc je salue les membres de la HAC qui ont pu intervenir pour nous donner un peu leur avis sur la fin du mandat. Je leur souhaite une bonne suite de parcours civil, disons, dans leur vie professionnelle respective. Et puis voilà quoi, bonne arrivée pour les nouveaux membres de la HAC, le président Moretti, qui pour moi me rassure sur le projet numérique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc voilà quoi, je l'ai dit, la HAC a besoin d'un nouveau souffle, la HAC a besoin d'une nouvelle orientation. La loi organique de la HAC a besoin d'une relecture. L'orientation de la HAC a besoin d'être revue. La régulation à l'ère du numérique doit changer. Donc un certain nombre de nouveaux chantiers doivent être ouverts obligatoirement. Alors quand je l'ai déjà dit une fois, je l'ai répété rapidement. Je pense qu'on peut passer le chemin. Il y aura des réflexions. Il y aura des réflexions poussées en professionnel sur cette question. Je pense peut-être soit en accord avec des membres actuels de la HAC, soit entre anciens membres. Mais je pense qu'il y aura des réflexions quand même sur la question, parce que de moins en moins, certains sont enclins à accepter la régulation. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans un monde, je vous l'ai dit, un monde sans régulation, un monde sans justice. C'est un monde où la loi d'Italie va rayer, et là, du coup, on va quitter l'ordre pour le désordre, ce qui est mauvais. Parlons un peu, disons, allons un peu au-delà du pays, mais en y restant, parce que nous allons parler de cette monnaie-là, vous l'avez déjà évoqué, l'écho, le débat qui est fait là-dessus, on va dire le programme qui n'est pas aussi clairement connu que ça. Les pays voudront-ils s'aligner entièrement dans ce projet-là? Vous avez votre avis, un avis sans doute en réaction à ce que, une fois encore, le monde du net en fait. Non, je ne réagis pas par rapport au net, surtout pas. Il y a trop d'humeur et d'émotions sur le net. Vous ne pouvez pas, si vous devez réagir, vous réagissez. On finirait jamais. Voilà, donc, non, je ne réagis pas par le net. C'est parce que moi, je me réjouis finalement de constater que les chefs d'État ont pu faire ce bon. Il fallait bien faire le bon. Moi, comme je l'étais à Dakar en 2001, on parlait de la ZMAO. La zone monétaire de l'Afrique la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui devait être la deuxième zone monétaire à côté de l'UEMOA, pour fédérer, essayer de créer la convergence entre les monnaies et les autres monnaies, autres francs CFA de la Vous dites 2001, oui. Ça fait 18 ans. Au moins. Et en 2003, on devait déjà avoir les deux zones monétaires au sein de l'espace CEDEAO pour pouvoir converger maintenant vers la monnaie unique, vers l'union monétaire. Alors donc déjà, cette question est une question qui est restée sur le chantier depuis la fin des années 90, le début des années 2000. Et 20 ans après, on est encore là. Donc, c'est pour ça que je salue le courage des chefs d'État, le leadership des chefs d'État qui ont pu faire ce pas. Et aujourd'hui, je suis heureux que nous soyons, que le Bénin soit aussi dans ce processus, et que nous voyons loin, voir loin comme un décours, dit-on. Il faut voir loin. Après, les scepticismes d'aujourd'hui, annoncer les doutes évoqués, tout ça, c'est normal. Je me rappelle dans les années 80, quand on parlait de l'Europe de 92,
Mais personne, les gens ne voient pas venir le marché commun européen. Les gens se disent, mais ça veut dire quoi? C'est quoi ce marché commun? Comment ça va fonctionner? Avec tant de disparités, la France, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et la Grèce, on regarde tout ça, mais comment ça va fonctionner? Mais non, c'est pas possible. La Grande-Bretagne ne se laissera pas faire. Ah non, non, du tout. Mais pourtant, ils l'ont fait. On a connu l'Europe de 92. Et après, on a connu le marché, l'union monétaire au niveau de l'Europe, et avec l'avènement de l'euro. On a connu ces choses-là. C'était pas si évident. Quand on remonte à la communauté économique de l'acier, du charbon, de l'acier, et on revient au marché commun européen, mais vous allez voir, il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de scepticisme, il y a eu beaucoup de... Donc, tous ceux qui s'expriment aujourd'hui, ils ont raison, ils n'ont qu'à continuer. Mais je pense que les chefs d'État doivent arriver sur leur boussole. Et pour moi, je ne le rêve peut-être pas, j'aurais été content, mais ce processus peut durer pour que nous ayons vraiment une vraie union, que nous ayons réellement une union monétaire dans l'espace CEDEAO. Ça peut durer 10, 20, 30 ans. Mais ça peut durer encore 2 ans aussi, comme 6 mois. Il faut que 3 débats, il faut que 5 débats. Et que parmi eux, ce soit des gens qui ne sont pas dans l'espace. Si 1 ou 2 pays de la zone CFA adhèrent, et c'est heureux que l'UEMOA envisage, je l'ai lu, de transformer le franc CFA en écho. C'est-à-dire que l'appellation franc CFA va demander, l'écho deviendra l'appellation. Donc, si déjà ce processus aboutissait, effectivement, ça permet déjà que l'écho entre dans nos habitudes d'appellation. Et que le Grand Nigeria, qui est un peu à côté, avec qui nous aurons une monnaie commune, mais devient alors un terrain, mais vous imaginez l'espace économique, l'espace monétaire qui va s'en dégager. Je pense que si ça se fait ainsi, quand le Togo, quand le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana, nous sommes dans le même espace et monétaire, je ne parle pas d'économique, déjà même monétaire, mais ce serait déjà pas mal. Ça veut dire que ça va devenir plus fluide entre le Bénin, entre le Nigeria et le Ghana, en passant par le Bénin. Alors donc, moi je ne peux pas faire une analyse extrêmement économique, non, j'en fais pas. Je fais une analyse politique de la chose. C'est déjà ça. Après, les économistes, les érudits, les techniciens de la statistique, ou bien sur les interrogations sur les taux de change, sur les parités, sur la viabilité de chaque pays à l'intérieur de l'espace. Ça, c'est d'autres paradigmes autour de cela. Mais l'essentiel est que nous ayons il faut bien démarrer un jour et que on a tellement tergiversé que c'est l'occasion pour que jamais que 60 ans après les indépendances, qu'on ne parle plus, continue de parler franc CFA, qu'on tourne en rond, c'est le franc de la communauté française, de l'Afrique, de la communauté financière de l'Afrique, du comptoir financier africain. A dit que ces histoires liées à la France, mais cela dit, moi je n'ai aucun mal à ce qui parle de maintenir la parité entre le franc CFA et l'euro, ça veut dire que c'est la France qui va le garantir. À moins que la Grande-Bretagne entre dans ce qui n'est pas ce qu'elle n'a pas vocation à toujours faire. Donc du coup, c'est encore la France qui va se tourner. Mais là, c'est un des partenariats gagnant-gagnant. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc, l'UEMOA ou la CEDEAO peut bien négocier la parité fixe avec la France. L'essentiel, pas avec l'euro. Donc, il va falloir savoir ce que nous donnons à la France et ce que la France nous donne en retour. Ça doit se dégager. Donc, pour moi, le passage à l'école, c'est une voie royale. Elle devrait arriver. Elle a tellement tardé. On salue peut-être que finalement elle soit... Le courage des dirigeants actuels. Et surtout quand cela s'ajoute aux négociations sur la zone de libre-échange continentale, j'imagine en réalité votre satisfaction. Justement, le sommet de l'UA à Niamey, disons, me paraît comme un complément. Tout à fait. De la CEDEAO, parce que la zone de libre-échange, quand on parle de libre-échange, il y a tout un processus pour parvenir à l'union économique et monétaire. Et l'une des étapes, c'est justement créer, selon la toute première, une vraie zone de libre-échange. Il faut qu'il y ait une circulation des personnes et des biens normalement et que les règles soient fluides, qu'il n'y ait pas de barrières, que tout soit transparent. Je pense que c'est déjà ça. Et le processus a commencé, je pense que Maja Kadhafi, aux premières rencontres de l'Union africaine, où on a créé les zones économiques régionales, qui la CEDEAO en est une.
normalement, devrait créer en son sein déjà les libres-échanges, donc l'espace. C'est vrai que la CEDEAO est avancée en la matière. Oui, dans la zone, oui, comme l'UEMOA d'ailleurs, mais l'UEMOA étant une partie, il y a 8 pays de l'UEMOA qui sont tous membres de la CEDEAO. Donc du coup, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest est la zone économique régionale, donc c'est l'une des 5. Au niveau de l'une des plus dynamiques. L'une des 5 et les plus, c'est pas mal, pas faux, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ces zones économiques qui devraient normalement fédérer, en leur sein les énergies, créer l'union économique et monétaire en leur sein, et pour qu'on aille à la zone de libre-échange au niveau continental. Je pense qu'on n'est pas loin. Parce qu'à l'intérieur de... Bon, c'est vrai que quand vous allez en Afrique centrale, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Mais on n'est pas si loin que ça. Et c'est ça, je pense qu'il faut maintenant faire le pas. Tout le monde ne fera pas dedans. Au rendez-vous de l'histoire, tout le monde ne répond jamais présent. Donc, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut démarrer. Donc, c'est pour ça que moi, je fais le parallèle entre l'évocation de l'écho et justement, ce sommet de l'UA à Niamey et cette zone de libre-échange au niveau continental. Je pense qu'il était temps également et que il faut saluer les initiatives et les initiateurs. C'est vrai que le Bénin et le Nigeria se sont fait attendre les derniers, notamment à signer. Vous intéressiez au sujet sans doute depuis 2001, en tout cas un peu plus. Vous avez craint que le Bénin n'appose pas sa signature. Non, il y a l'Érythrée aussi. C'est-à-dire qu'il faut... Qui jusque-là n'a pas fait. Voilà. Bon, donc... non, j'ai dit beaucoup d'appeler peu de lui. Les doutes sont normaux. C'est normal qu'il y ait des doutes. Je préfère, j'ai pas envie d'utiliser le normaux. Donc, c'est normal qu'il y ait des doutes. C'est normal qu'il y ait des doutes. C'est normal qu'il y ait des réserves. Encore que le pays a, me semble-t-il, commis une étude et il attendait de voir clair. C'est ça que je dis. C'est normal qu'il y ait des doutes. C'est normal qu'il y ait des réserves. C'est normal qu'il y ait des... Donc, c'est pour ça que, regardez, quand une convention internationale est signée, c'est pas le fait d'avoir signé qui fait que vous, sauf certains types de traités, de manière, qui ont vocation, qui en force de l'exécutoire direct, c'est très rare, mais il y en a. Mais en dehors de ça, de la ratification, ça passe par le processus de... Alors, non seulement vous avez signé, mais vous donnez une autre occasion que vos peuples, que votre parlement ratifie, en disant, nous sommes d'accord. Alors, quand le chef d'État donne son avis, apporte sa signature, on dit oui, c'est bon, hein. Mais le Parlement. Alors que donc, c'est pour dire que c'est normal qu'il y ait des doutes, que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension ou d'intérêt de la chose. Surtout. Comme je dis, donc, mais il faut démarrer. Alors donc, celui qui n'a pas compris, c'est parce qu'on a dit, je vais prendre du temps pour comprendre qu'on rejette la chose ou qu'on retarde la chose. Non. Ceux qui ont compris démarrent. Les autres rejoignent. Et les derniers peuvent être les premiers à l'épreuve du temps. Donc, ce n'est pas si évident. Il y a des pays qui peuvent être le premier qui a ratifié la première test liée à cette affaire-là. Donc, ça pour dire que non, il y avait peut-être plus de peur que de mal. Il y a peut-être plus de peur que de mal. Donc, le Bénin a toujours été à ce type de rendez-vous. Un pays qui, au niveau international, a quand même adhéré à plusieurs traités, à plusieurs accords, qui les respecte d'ailleurs. Donc, globalement, je pense que le Bénin va... Même l'Érythrée qui ne les pas a des raisons, a ses raisons. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Après, il faut saluer, il faut espérer que tout ça ne freine pas le processus et que le timing qui est fait, le chronogramme, soit respecté pour le bonheur des peuples africains, moi je pense. On va vous demander, Agapit Napoléon Mafolican, de conclure cette émission, ce décryptage à votre manière. Écoutez, je vais revenir sur le dialogue politique en disant, c'est vrai, on a démarré, mais le plus dur, c'est de démarrer. Tout à fait. C'est pas parce qu'il y a une première rencontre entre chefs d'État que tout est déjà réglé. C'est pas peut-être que quand le ministère de l'Intérieur va faciliter avec la condescendance du chef de l'État, va ouvrir la voie du dialogue, la voie du salut à certains partis politiques, que ces partis vont en gagner. Vous savez, la vie politique, c'est un des dynamiques. Donc, nous serons là pour donner les orientations. Il faut que nous restions lucides, parce que la mauvaise foi n'a pas de limite, parfois. Mais si les différents acteurs sont vraiment décidés à aller de l'avant, la démocratie n'empêche pas non plus qu'on puisse avoir
une sorte de consensus autour de certaines questions d'approche de développement et avancer ensemble, la main dans la main, pour le bien des communautés. Donc, c'est à l'épreuve des faits que nous jugerons les différents acteurs, notamment ceux de l'opposition. Ensuite, je pense que dans la foulée, les partis proches donc, qui soutiennent l'action du gouvernement vont rallier le débat. J'espère qu'ils sauront être aussi des acteurs de la paix autour du chef de l'État pour que le tort ne vienne pas d'eux. Voilà. Surtout qu'il y a un rendez-vous électoral qui, dans 9 ou 8 mois, surtout, pointe à l'horizon. Merci beaucoup. Le décryptage de l'actualité de la semaine. Avec vous, Agapit Napoléon Maforika. Comme tous les dimanches d'ailleurs, nous vous remercions pour cette disponibilité et cette lucidité, surtout dans ce travail qui est fait chaque dimanche. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, d'être toujours fidèles à nos programmes. Toujours fidèle, sans condition. Merci, à dimanche prochain.